Alors, je vais rapidement vous parler des triptyques. Ici, j'ai indiqué en anglais. Donc, les triptyques, vous connaissez, il y en a de différentes sortes. Les triptyques de type accordéon. Comme celui-là. Les triptyques qui se replient. Et on va parler de ce genre de triptyque en fait. Voilà. Avec le panneau intérieur qui se replie. Et il faut que le panneau intérieur soit en fait beaucoup... Enfin beaucoup non, il faut qu'il soit plus petit, moins large pour pouvoir se replier à l'intérieur parce que sinon quand vous entassez vos différents triptyques, ils sont pas plats. Et donc on va voir comment faire ça. À ce stade, avez-vous une question? Donc ça va pas nous prendre énormément de temps dans InDesign, on va juste voir comment faire les panneaux pour que ce soit correct à l'impression. Après, le positionnement des éléments, c'est assez libre. Ce sont des blocs, et ça peut être des blocs séparés, mis les uns à côté des autres. C'est pas nécessairement tout dans le même bloc, vous n'avez pas nécessairement un bloc texte pour chaque panneau. Vous pouvez composer avec différents blocs. Bien, donc ici, on va créer un nouveau document. On va prendre un format A4 horizontal. Je vais décocher page en vis-à-vis, même si le triptyque aura un recto verso. Ce sera plus simple dans InDesign de voir les choses comme ça. Alors, l'histoire ici du bloc de texte principal, on ne l'a jamais coché. C'est quoi? C'est juste pour faire un document qui, d'origine, a un bloc texte qui se trouve dans le gabarit. Et on le déverrouille en faisant CTRL majuscule clic sur les pages. Voilà. Bon, ceci dit, ça me rappelle que je dois aussi vous montrer comment faire du texte, comment faire les pages qui se créent automatiquement quand on colle beaucoup de texte. On reviendra dans un autre document voir ça aussi. Ok, petite fin de la parenthèse. Voilà, donc on ne coche pas bloc de texte principal, on ne coche pas page en vis-à-vis, on a un A4 horizontal. Voilà. Ah oui, j'ai oublié quelque chose, mais c'est pas grave, je peux encore le faire maintenant. Mettre les marges. Voilà, je vais mettre les marges sur le bord de la page ici, ce sera pas plus mal. Alors voyons un peu. Palette des pages. Il vaut mieux le faire sur le gabarit tant qu'à faire. Comme ça, toutes les pages auront les marges sur le bord du document. Donc vous activez dans la palette page le gabarit. Vous allez dans page, marge et colonne. Alors, je vais cocher la chaîne ici et indiquer 0. Touche tabulation. Voilà, j'ai 0 de marge partout. Ok. Et en fait, c'est comme ça qu'on fait pour ne plus avoir de marge dans InDesign. On les met à 0. Elles sont toujours là. Elles sont sur le bord de la page. On le voit, la ligne rose, mais voilà. Alors, le document, on va l'enregistrer. Alors, vous allez peut-être enregistrer ça dans un dossier que vous allez faire pour aujourd'hui, finalement. Jour 3. Donc je vais l'appeler trifold-01. Voilà. Donc non, c'est pas grave que les marges soient collées au bord, puisque de toute façon, pour l'impression, ça n'a aucune influence. Les marges, c'est juste visuellement, quand on fait des mises en page dans InDesign, c'est le placement
des objets, on sait qu'on ne doit pas aller au-delà des marges, voilà. Bien, alors on va ajouter une deuxième page. Donc vous insérez une deuxième page. On peut simplement aussi cliquer sur l'icône du bloc ici, du petit signe plus. Voilà, on a une deuxième page. Non, ça m'a fait un gabarit parce que j'étais dans la partie gabarit. Voilà, oui, ça m'avait fait un deuxième gabarit. J'ai fait CTRL Z, je suis venu aller cliquer sur la partie du bas ici et je clique là. Voilà, on a une deuxième page. Alors ici, on va créer un bloc avec l'outil ici. Vous allez enlever le contour. Vous commencez à tracer le bloc au-dessus de la page là et vous le faites descendre jusqu'en bas, peu importe la largeur. Voilà, et vous devriez voir que ça colle bien au bord de page parce qu'il y a du magnétisme. En principe, vous avez dans menu affichage, grille et repères, vous avez le magnétisme des repères qui est enclenché. Et donc c'est pour ça que vous devriez sentir que ça colle. Ah oui, je suis sur la deuxième. Oui, bien vu, j'aurais dû être sur la première, ce sera plus simple. Quoique, oui, ok. Je vais faire un CTRL X. Pour l'explication, c'est vrai que ce ne sera pas plus mal d'aller le faire sur la première. On est sur la première. Voilà. Et je vais faire édition coller sur place. Voilà. Je l'ai transféré sur la page 1. Bien vu. On a donc une largeur de page. Ce nombre-là de millimètres, si on divise par 3, on obtient ça. D'accord? Eh bien, je vais faire en sorte que le panneau de gauche soit à 100 mm, le panneau du milieu aussi, et celui de droite, il va prendre ce qui va rester, ce sera donc 2 mm en moins que cette valeur-ci. Logique, hein? Si j'ajoute 1 mm au panneau de gauche et au panneau du milieu, il y a 2 mm en moins au panneau de droite qui sera celui qui se replie. Voilà. Après, vous pensez votre triptyque comme vous voulez le plier aussi. Hein. Bon, donc vous avez votre bloc qui est sélectionné. Vous pouvez éventuellement lui donner une couleur, comme ça on verra bien les différences. Vous allez dans la palette nuancier et vous allez lui donner une couleur de fond. Donc mettez bien le fond en avant-plan dans la palette des outils, la case de fond, et vous pouvez aller choisir une couleur. Voilà. Alors, une couleur, ça peut être une couleur qui se trouve dans le nuancier peut être utilisée à différentes intensités. C'est ce qu'on appelle la teinte. C'est ce que vous avez ici. Donc, éventuellement, pour la teinte, je vais passer à peu près 40. Touche tabulation. Et voilà, j'ai le vert, ce vert-là, mais teinté. Donc ça veut dire que ce n'est pas réellement ces valeurs CMJN qui seront sur le papier, mais ça sera moins fort puisque j'ai diminué. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'on peut utiliser une couleur avec une intensité moins forte éventuellement. Bien, donc ce panneau, on va modifier sa largeur. Donc votre rectangle est sélectionné. Vous allez indiquer que la partie qui ne bouge pas, c'est la partie gauche. Donc dans les points de référence, vous indiquez un point à gauche. Et au niveau de la largeur, vous allez indiquer donc 100 mm, 100. Touche tabulation pour valider. Et voilà, vous avez un panneau d'une largeur de 100 qui est, je vous rappelle, juste 1 mm en plus de
du tiers de la largeur de la page. Vous allez déplacer le rectangle avec la flèche noire en enfonçant la touche Alt et majuscule, comme ça il se déplace parfaitement à l'horizontale, la copie. Et à un certain moment, ça va venir se caler. Voilà, comme ça. Il est venu se caler sur l'autre. On est d'accord? Bien, je peux lui mettre une autre couleur. Voilà. Il a la même largeur, toujours 100. Et puis, toujours avec la touche Alt, on va le déplacer. Voilà. Et là, il va falloir... il y a 2 mm d'excédent. Il va falloir aller bouger la poignée. Voilà. Et ce troisième panneau, il va être... il a cette valeur-ci, en fait. Hein. Logique, hein. C'est le panneau qui rentre... c'est le panneau central qui se replie à l'intérieur. J'ai pas fait exprès de faire un drapeau un peu jamaïcain, mais c'est comme ça. Voilà, j'ai enregistré le document. On ne sait jamais. Super. Bien, on va sélectionner. On va sélectionner les trois. Enfin, on peut faire un CTRL A. On sélectionne les trois panneaux. On les copie. Donc la totalité des panneaux ont été sélectionnés et copiés. On va aller sur la page 2. Et on va coller. Voilà. Sur la page 2. Alors, dans InDesign, quand vous zoomez en arrière, vous avez ce qu'on appelle le plan de montage qui vous permet de mettre des éléments. Ce plan de montage, il a une certaine dimension, comme vous voyez, qui peut être modifié. C'est dans les préférences. Mais ici, ça devrait malgré tout aller. Essayez de zoomer en arrière et de positionner les panneaux là sur le côté. On va aller les déplacer un par un sur la page. Alors, je ne vais pas faire de symétrie ici parce que ça pourrait mettre le texte dans le mauvais sens. Je vais vraiment aller repositionner les panneaux. Donc le vert sera à droite, le jaune toujours au milieu et le rouge à gauche, évidemment. Donc c'est le recto verso en fait. Donc je clique à côté de tout, puis je vais aller mettre le vert ici, le jaune ici, le rouge ici. Et voilà, vous avez le recto verso. Et là c'est très clair que le panneau intérieur qui se trouve là sur le recto, il se trouve là sur le verso. Logique. Vous pouvez enregistrer quand vous avez fait ça. Bien. Bien, palette des calques. Je vais aller créer un calque que je vais appeler repère. Repère de pli. Ben oui, parce que quand on fait un triptyque, ça peut être utile d'avoir des repères qui indiquent comment il faut plier. Alors, le pli, ça se fait avec une machine, ou vous passez par un secrétariat qui plie, mais généralement, on va plutôt envoyer ça vers un atelier protégé où ce genre de choses ils peuvent faire, mais ceci dit, une machine c'est bien, les photocopieuses font ça aussi déjà. Alors
chez l'imprimeur encore plus, vous avez ce genre de machine pour plier à la fin. Je veux dire, les ateliers protégés, on va plutôt les utiliser pour les emballages. Les manipulations quand même un peu plus complexes que de plier une feuille en trois. Vous voyez tous ce que c'est, les ateliers protégés. Donc les ateliers protégés, c'est les endroits où il y a les personnes à déficience mentale et ils travaillent, on fait appel à eux, on les paye pour faire des travaux de manutention, notamment mettre des produits dans des boîtes quand ça coûte trop cher de développer des machines pour le faire parce que c'est un produit juste à un faible nombre d'exemplaires, quoi. Voilà, donc tout le monde sort gagnant de ça. Vous avez vos emballages qui sont et vos produits qui sont mis dans les emballages. Ça peut être aussi des fardes, ça peut être plein de choses comme ça. Vous avez les personnes à déficience mentale légère qui ont un boulot. Et voilà. Alors, repère de plis, voilà. Ok, on va verrouiller le calque 1 et on va aller créer les repères de plis. Alors les repères de plis, ça va être quoi? Ça va être des lignes noires qui vont être au-dessus du pli du triptyque. On va faire ça rapidement. Bien, donc ce qu'on va faire, c'est afficher les règles. Vous avez les règles qui sont déjà affichées, vous les voyez sur le côté. Eh bien, vous allez positionner le pointeur sur la règle verticale et vous allez tirer une règle verticale vers le document. Ah oui, c'est la page ici qui... Voilà. Mais on va faire ça en dehors, excusez-moi, en dehors de la page. Voilà. Vous amenez une règle en dehors de la page. Oui, je suis en train de travailler sur la page 1. C'est là que je dois amener la règle. Avec la flèche, on peut encore la bouger. Ça va, vous la voyez? Bien, parfait. On pourrait aller chercher une deuxième règle pour... l'autre pli ici, mais on peut aussi dupliquer celle-là. Avec la flèche noire, la touche Alt, on la duplique. Voilà. Et voilà, vous avez les deux repères verticaux. Je vais travailler sur la page 2. Même chose, je prends une règle, je la mène en dehors de la page. Je peux zoomer, la positionner correctement sur le pli. Avec la touche Alt, la dupliquer. Voilà. Bon, une fois que votre triptyque sera fait, bien sûr, la fois suivante, vous pourrez réutiliser ce modèle-là et redémarrer de là, en fait. Hein. L'exercice ici a deux intérêts, de vous montrer que vous pouvez créer vos propres modèles de triptyque en fonction des dimensions, du nombre de plis, etc. que vous voulez. Après, vous faites des variantes. Et aussi, on manipule InDesign, c'est aussi la compréhension de InDesign. Vous enregistrez. Et on va peut-être verrouiller les repères du coup.
excusez-moi. On va pas verrouiller les repères parce que je m'embrouille entre deux logiciels. Non. Non. Ok. Si, on va verrouiller les repères, je dis bien. On verrouille les repères. Bien. Oui, on verrouille le calque, oui. On va créer un troisième calque là. Je vais l'appeler trait de pli, voilà. Et c'est là-dessus que je vais aller tracer les traits qui apparaîtront à l'impression, en dehors de la page, et qui serviront à régler la machine qui va plier le triptyque. Ok, ça marche? Bien. Donc, ici, vous allez prendre, vous allez pouvoir zoomer, comme ça, prendre l'outil de création de traits et venir tracer. Il ne faut pas s'approcher trop, il faut quand même être à une distance de 3 mm à peu près, oui, voilà. Et on trace en enfonçant la touche majuscule et on a fait un trait comme ça, voilà. On trace en enfonçant la touche majuscule, vous avez fait un trait et on va lui donner une couleur. Alors, pour la première fois, on va pouvoir utiliser la couleur qui est utile à l'imprimeur, la couleur repérage. Bien. On met la case de contour en avant-plan. On clique sur la couleur repérage. La valeur par défaut de l'épaisseur, c'est 1 point. Mais ça va suffire. Je pense que c'est bien. Donc, vous utilisez la ligne. Je vais recommencer complètement. L'outil ligne. Vous êtes sur le dessus de la page, là. Le dessus de la page 1. Vous vous positionnez sur le repère, mais pas trop près du bord de la page. Il faut quand même être à une certaine distance. Et avec la touche majuscule enfoncée, vous tracez vers le haut, comme ça, voilà. Vous avez créé une ligne. Et vous lui donnez la couleur repérage. Donc c'est vert parce que le calque sur lequel se trouve cette ligne montre les vecteurs en vert. Mais en réalité, la ligne, elle est blanche. Si on clique avec la flèche noire à côté, on voit qu'elle est noire, en fait, oui. Alors, tu dis que quand tu la désélectionnes, elle disparaît. Oui, tu as oublié peut-être l'étape où il fallait activer le contour. On met la couleur sur le contour. Voilà. Bien, alors pour la suite, il va suffire et ça vous pouvez peut-être regarder simplement, mais ou faire aussi, mais je vous montre. Non, je vous montre d'abord, vous ferez après si vous voulez. Si on enlève l'œil en face du repère, on ne voit plus les repères et on voit que c'est un trait noir, voilà. Mais oui, mais on a besoin des repères encore, donc je les affiche encore. Voilà, voilà. Donc on gère l'affichage des repères par la palette des calques parce qu'on a mis les repères sur un calque. L'ancienne manière de faire, je vous le dis ici, c'est par le menu affichage, griller repères, masquer les repères ou verrouiller les repères, etc. On n'utilise plus ça en fait. Menu affichage, griller repères, masquer les repères, les afficher, les verrouiller, les déverrouiller. Tout ça, on le fait par la palette des calques en mettant les repères sur un calque. Vous avez l'affichage, vous avez le verrouillage. C'est une nouvelle manière de faire plus intéressante. Bien, donc là, je vais le faire rapidement, vous allez regarder. C'est tout simple en fait. Avec la touche Alt, je vais déplacer ça avec la touche majuscule enfoncée aussi. Et je vais aller le mettre sur l'autre repère ici, voilà. Ensuite, je sélectionne les deux et avec la touche Alt, je vais les déplacer en bas en les copiant. Ben oui.
toujours avec la touche majuscule enfoncée. Les voilà, ils sont là. D'accord, si j'enlève l'œil en face ici du calque des repères, je vois mes 4 traits de pli qui sont là. Bien, il suffit que je les sélectionne tous. CTRL A, je peux le faire puisque les autres calques sont verrouillés, ça ne se sélectionne pas. Il n'y a que les 4 traits de pli que je viens de faire qui se sélectionnent. Je les sélectionne, je les copie. Je vais dans la palette des pages sur l'autre page. Je double-clique, voilà, je suis sur la page 2, c'est certain, je suis en train de voir la page 2, c'est indiqué dans le bas ici. Je colle. Je positionne sur les repères. Mes 4 traits, je suis en train de les positionner là sur les repères, voilà. Et j'ai fait une erreur parce que quand j'ai déplacé, j'ai enfoncé la touche Alt, idiot, fallait pas. Donc fallait déplacer sans enfoncer la touche Alt, c'est pas grave, j'ai des trucs en trop. Enfin, vous voyez un peu le principe, hein, on se facilite la vie, c'est un peu de manipulation, des traits de coupe. Donc celui-là, dupliqué là, les 2 sélectionnés, dupliqués en bas, les 4 sélectionnés, copiés, collés sur l'autre page et repositionnés. Et tout ça va très vite. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire parce qu'on va passer rapidement à un autre exercice. Vous avez vu comment faire des traits de pli pour un triptyque. Maintenant, si vous me dites que vous voulez le faire, je vous laisse un peu de temps. Donc ces traits vont apparaître à l'impression parce qu'ils ont la couleur repérage. Et non seulement ils vont apparaître à l'impression, mais en plus ils seront sur chacune des plaques offset, sur chacune des informations cyan, magenta, jaune, noir. Parce que couleur repérage, ça veut dire c'est toutes les couleurs en fait. C'est pas du noir, c'est toutes les couleurs. Alors ici, je viens de faire apparaître la ligne bloc. On en avait parlé. En allant dans Fichier, Format de document, en déployant Fond perdu et ligne bloc, je peux indiquer ici 15 par exemple, voilà, 15 mm sur toutes les valeurs, en haut, en bas, à gauche, à droite. Donc c'est dans Fichier, Format de document. Okay. Et voilà la ligne bloc. Parce que je veux que dans le PDF, les traits de pli apparaissent. Je termine rapidement l'exercice ici, comme ça vous voyez. Alors comme vous avez dit très justement, il faudrait que les panneaux soient en fond perdu. Il faudrait qu'ils débordent de la page en fait. Hein. Donc ça c'est fait rapidement aussi par la palette calque déjà pour aller verrouiller les traits de pli, déverrouiller le calque qui contient les panneaux. Je les sélectionne. Je monte, je déborde. Voilà. Je descends ici. Voilà, je suis en train de créer du fond perdu. Voilà. Ensuite, uniquement pour celui-là, je le fais déborder. Puis, uniquement pour celui-là, je le fais déborder. Déborder, on a dit. Voilà. Ok, même chose pour l'autre page. Je les sélectionne tous les 3. Je monte comme ça. Je descends comme ça. Ici, uniquement celui-là, il déborde. Ici, uniquement celui-là, il déborde. Voilà, les fonds perdus sont créés. Je peux mettre des images en... Si votre triptyque est sur un fond blanc entièrement, enfin je veux dire, vos éléments ne débordent pas vers le bord du triptyque, vous n'avez pas
besoin de faire ça. Mais il faut absolument faire du fond perdu, c'est quand même plus joli, c'est quand même plus pro. Il faut que les images débordent, les fonds, les photos de fond que vous allez mettre, c'est quand même mieux. Donc on ne peut pas faire un document plus grand et faire une marche parce que les limites du document sont utilisées par l'imprimeur. Les limites du document qui sont là pour couper après. Ça va être imprimé sur une feuille plus grande et puis coupé. Donc les triptyques A4 vont être imprimés sur de l'A4+, et puis recoupés. C'est le principe, c'est le seul moyen d'avoir des images, des fonds colorés qui vont jusqu'au bord des pages. C'est le seul moyen, c'est d'imprimer plus grand et de recouper après. Alors ici, bien sûr, les couleurs, on peut les enlever à un certain moment. Voilà, on sait qu'on a 3 blocs. Je vais quand même les garder dans un premier temps, mais pour quand la composition se fera, les couleurs, bien sûr, c'est juste aussi pour la démonstration ici, pour comprendre que c'est vraiment un recto verso et qu'on a le panneau le moins large qui est là, celui qui se replie à l'intérieur du triptyque, et de l'autre côté, il se retrouve là, logique. Alors vous avez la possibilité dans InDesign de faire des maquettes, bien sûr, en réduit pour tester ce que ça donne. Si vous avez une imprimante format A3, la maquette que vous allez faire de votre triptyque sera bien sûr à taille réelle. Vous allez imprimer le triptyque en A4 sur votre format A3, c'est pratique. Par contre, pour l'autre document, c'est chez soi, on est amené à faire des maquettes réduites. Et alors, il y a ceci, fichier, imprimer le cahier. Vous n'allez pas avoir le temps de le faire, n'essayez pas de réouvrir l'autre document, mais je vous explique que vous avez le menu fichier, imprimer le cahier. Et là, vous allez pouvoir imprimer les différentes pages en réduction, même sur une imprimante A4. Ça va vous faire une petite maquette minuscule de votre document pour voir ce que ça donne. Et alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que les pages sont imposées. Il y a une imposition, en fait. Voilà. Par exemple, ici, on a les pages 21 et 26 l'une à côté de l'autre. Vous vous souvenez de l'imposition, je vous ai montré. Hein. Donc, voilà, il faut... L'imposition, c'est quand on imprime plusieurs pages sur une grande feuille, et quand on plie et qu'on recoupe, elles sont dans le bon ordre. Voilà. Et vous avez la possibilité de faire la même chose, donc... sur votre imprimante en fait. Mais pour faire des documents minuscules qui sont des maquettes, juste pour vérifier. Et si vous avez la chance d'avoir une grande imprimante, ce qu'on appelle un traceur, alors là vous pourrez même faire une maquette à taille réelle. Avec un rouleau qui alimente en papier. Voilà, ce genre de choses. Ce n'est pas hors de prix non plus, hein. Les traceurs. Vous avez certainement déjà vu ça quelque part, hein, ce genre d'imprimante. Non? Bah, c'est des grosses imprimantes avec des rouleaux, alimentation en continu. D'ailleurs, on sait faire des banderoles, du coup. Vu que ce sont des rouleaux, si la largeur du traceur est de 1,50 m, vous pouvez faire une banderole de 1,50 m sur 12 mètres, par exemple. Ça peut être sympa. Voilà. Ça, c'est une plieuse. Oui, il y a des vinyles, oui, ça peut imprimer du vinyle autocollant. Ça, c'est une plieuse, ça, c'est pas un traceur, mais il y a des traceurs. Évidemment, bon, c'est pas des prix petits quand même. Hein. Vous avez même des traceurs à tissu. Il y en a qui utilisent ça pour faire des maquettes de vêtements, voire même des vrais vêtements vendus. C'est un peu l'avenir, les vêtements personnalisés, imprimés sur ce genre de choses. Alors je vous invite, quand on sera sorti de l'épisode Covid, si ça vous intéresse, le monde de l'impression, à aller voir des salons de l'impression
Et alors on a la chance en Europe d'avoir à Düsseldorf le plus grand salon mondial de l'impression. Donc c'est monstrueux, ça prend plusieurs jours pour voir ça. Donc si vous n'y allez qu'un jour, vous allez survoler, mais c'est déjà très bien. C'est la Drupa et ça se fait tous les 4 ans. Tous les 4 ans, ils organisent le salon mondial de l'impression. Donc Drupa, allez voir. Il faut réserver l'hôtel très largement à l'avance parce que c'est des dizaines de milliers de personnes qui y vont. C'est vraiment le plus gros salon mondial au niveau de l'impression. On a de la chance que ce soit vraiment pas loin. Et pour ceux qui s'intéressent à la photographie, vous connaissez peut-être l'autre salon qui lui est à Cologne et qui se tient tous les 2 ans et qui s'appelle la Photokina. Ça vous dit quelque chose, qui est aussi un des plus grands salons au niveau mondial concernant la photographie. Et le monde de l'impression aussi, forcément. Notamment ceux qui s'intéressent à la photographie pour les mariages, créer des albums de mariage, tout ça, vous allez trouver là pléthore de prestataires de services avec des produits complètement différents et délirants, avec des découpes de la dorure, etc., faites par des imprimantes que vous pouvez avoir chez vous. Ça c'est la dernière évolution des choses. Donc Drupa à Düsseldorf, tous les 4 ans, Photokina, tous les 2 ans à Cologne, c'est toujours comme ça. Enfin, sauf ces derniers temps. D'ailleurs, je devais y aller, j'avais réservé l'hôtel et tout, et voilà. Ça a dû être annulé. Donc voilà, des informations que je devais vous donner, elles sont données notamment sur la création de maquettes par fichier imprimé, le cahier. Et j'en ai profité pour vous parler des salons vraiment. Et c'est pas extrêmement cher d'y aller. Je veux dire, l'entrée n'est pas. C'est très très accessible l'entrée. Bien, donc une fois qu'on a ça et qu'on a fait son triptyque, il va falloir exporter le PDF. Voilà. Et vous faites bien sûr la compression des images comme il faut. La sortie, vous indiquez la conversion en CMJN s'il faut. Si c'est imprimé sur une imprimante jet d'encre ou laser couleur, du RVB, c'est bien. À vous de voir. Repères et fonds perdus. Voilà. Ça, c'est ce qu'on avait déjà fait précédemment. Et alors ici, vous avez inclure la zone de link block. Voilà. Ceci dit, j'aurais peut-être dû dans le document aller le préciser avant. Oui, je vais faire ça. Ce sera mieux. Dans fichier, format de document, indiquer le fond perdu à 3 mm. Voilà. La link block à 15, je l'avais déjà indiqué. Donc, fichier exporté. Dans repérer fond perdu. Utiliser les paramètres de fond perdu du document. Inclure la zone de link block, j'allais oublier. Exporter. Et il a dû normalement inclure la zone qui nous intéresse. Voilà. On a un PDF avec plus de blanc autour, quoi. Pour avoir ces traits ici. Donc, vous aviez posé la question, qu'est-ce que c'est la link block? Notamment, ça sert à ça. Oui, c'est ça. Autre intérêt de la link block, je vous montre rapidement. Quand vous archivez un document, quand vous faites un assemblage, les photos qui sont sur le côté ne sont pas incluses dans le document. Par exemple, une photo
qui est là sur le côté, sur le plan de montage. Dans l'assemblage, vous ne la retrouverez pas dans le dossier Links, sauf si vous allez régler la link block du document et mettre le maximum qui doit être 150. Je vais essayer 180. 152,4 c'est le maximum. Ok. Voilà. Ce qui vous fait une link block monstrueusement grande. Vous la voyez. Et toutes les images qui, ne fût-ce que partiellement, dépassent sur la link block seront dans l'archive ou dans l'assemblage. Donc ça, c'est une deuxième utilisation possible de la link block. Bien. Avez-vous des questions? Vous voyez comment vous allez pouvoir faire votre triptyque. Vous positionnez vos éléments, vous mettez en fond de... Voilà, en fond, à la limite, les panneaux là, on n'en a même plus besoin puisqu'on a les traits de coupe. C'est vous qui voyez comment vous positionnez vos éléments, votre texte, logo, image de fond. Vous exportez en CMJN avec les traits de coupe et aussi, bien sûr, du coup, les traits de coupe, ils sont là, voilà. Mais aussi, du coup, les traits de pli, puisque c'est un document qui doit être plié, ça peut être intéressant d'indiquer à l'imprimeur où ça doit être plié. Bien, donc pour la suite, on va attaquer la question des documents à grille modulaire et vous allez voir quel est le processus, comment ça fonctionne. Ok, donc bord de la page. En rouge ici, la ligne de fond perdu, en bleu ici la ligne bloc. C'est ça, hein. La ligne rouge ici c'est le fond perdu 3 mm au-delà du bord de la page. Le bord de la page qui est ici en rose puisque les marges sont superposées. Normalement c'est du noir mais là on a mis les marges à 0 donc elles se superposent en rose dessus. Bien, je vais fermer ça. Alors, on va maintenant créer un nouveau document. Donc, sur base d'un A4 horizontal. Alors, attention au niveau ici des marges. On peut déjà déterminer les marges ici. Page en vis-à-vis, on va le cocher. Et au niveau des marges, on va casser la chaîne et déjà dire que le petit fond va avoir 20 mm et non pas 12,7. Voilà, donc j'ai inscrit 20, touche tabulation pour valider, et voilà, c'est validé. Au niveau du nombre de pages, je vais juste indiquer 3 pages, on va dire. Oui, 3 pages, c'est bien. Et ça commence à la 1, pourquoi pas. Donc voilà, je résume. Nouveau document pour l'impression, format A4, horizontal, 3 pages, dont la première commence à le numéro 1, page en vis-à-vis, et dans les marges, j'ai déjà indiqué que je veux un petit fond plus grand que le reste. Oui, il y a une case aperçue qui permet de voir le document derrière avant qu'on valide, si vous voulez. Ça peut être sympa. Avant même de cliquer sur créer, on voit ce que ça va donner ici. Et on clique sur créer, voilà si c'est bon. Et on va l'enregistrer dans le dossier d'aujourd'hui. Et cette fois-ci, je vais l'appeler grille modulaire. Modulaire, idiot, voilà. Ouais. Ok.
Voilà, comme ça. Alors, on va aller dans le gabarit. Donc, dans la palette page, on va aller sur le gabarit. Et vous savez, il y a quelque chose qu'on pourrait faire. C'est dire que la première page, ça va être une page de couverture qui ne va pas subir le gabarit A. C'est déjà une chose qu'on pourrait faire. Prendre la petite icône ici 100 et l'amener sur la première page, qui est une page de droite normalement chez vous, hein, on est d'accord. Donc là, ça ne subit plus aucun gabarit. Je construirai ma couverture manuellement. Voilà. Alors, je rentre dans le gabarit en double-cliquant. On vérifie en bas à gauche de la fenêtre qu'on est bien en train de travailler sur le gabarit parce qu'il a exactement pour l'instant le même look que les pages 3, que les pages 2 et 3. Tout marche comme vous voulez. Alors, on double-clique donc sur le gabarit, on vérifie qu'on est en train de travailler sur le gabarit, c'est indiqué en bas à gauche. Alors, vous allez prendre l'outil de création d'images, de blocs images, et vous allez tracer toute la zone intramarge, toute la zone intérieure des marges. Ah là j'ai cliqué donc ça me fait un rectangle, c'est pas ce que je veux. Ça me fait une boîte qui me demande quelle dimension je veux. Non, je vais la tracer. Donc je démarre de là sur la page de droite et je vais aller tout en bas sur la marge. Voilà, comme ça. Voilà ce qu'on doit obtenir. En gros, si je regarde les dimensions ici, ça fait 264,3 sur 184,6 mm. Mais bon, c'est pas un tuto, c'est pas exactement comme ça qu'il faut faire. C'est vous qui choisissez après. Ça dépend des marges qu'on a choisies. Alors comme couleur de fond, je vais aller choisir du magenta. C'est juste un choix personnel. Et je vais le teinter. Oui, par exemple à 20% de teinte, c'est pas mal. Comme ça, on arrive à voir le bloc. Il n'est pas juste transparent, on le voit. Et pour la suite, ce sera utile. Pourquoi du magenta? Parce que bon, c'est assez rare dans une mise en page quand on fait des blocs roses comme ça. Donc la grille modulaire sera facilement visible sur les pages pour nous aider à l'utiliser facilement. Et vous pouvez enregistrer. Donc, les grilles modulaires, ça sert à faire des mises en page variées, mais avec une structure derrière. Je vous montre un peu sur le web ici, où vous pourriez trouver des bons exemples de grilles modulaires. Si je tape modular grid Pinterest, ça devrait vous amener vers pas mal de comptes Pinterest de gens qui s'intéressent à la mise en page par grille modulaire. Et là, je fais juste un contrôle-clic, commande-clic sur différents résultats. Et c'est très intéressant à voir pour avoir des idées de mise en page. C'est très très intéressant. Ok, je vais aller voir tous les petits Pinterest que j'ai obtenus, des petits onglets. Voilà. Alors, il y a de la mise en page créative ici. On est moins dans la grille modulaire, quoique. Enfin, ce sont des exemples de publications et de magazines. Je vais aller voir le suivant. Voilà. Donc ça vous montre vraiment la totalité de la publication. Alors.
Ça peut être vraiment intéressant d'aller voir ça. Les mises en page par grille modulaire. Ce genre de choses. Donc, quand on veut faire une mise en page variée, la solution, ce serait de déposer les éléments, les blocs texte, les images où on veut, mais ça demande d'être très doué. Et donc, le fait d'utiliser une grille modulaire va permettre d'avoir des alignements d'images et de texte, par exemple comme ici, alignement d'images avec du texte. Voilà. D'avoir une structure qui est derrière. Sentir une structure de mise en page, c'est surtout ça. Alors, il faut aller voir vraiment, mais vous allez comprendre le principe ici. Alors, tiens, un projet de mise en page, dessiné au crayon, où vous voyez que ce que je vous disais, les images, on les représente par des carrés avec des diagonales dans le projet de mise en page. Ok, là il y a différentes grilles modulaires, ça devient un peu ésotérique. Vous avez même la suite de Fibonacci qui est utilisée pour ceux qui connaissent. C'est un peu la règle d'or, voilà. Donc ça peut être poussé très loin, la grille modulaire. Peut-être un peu trop loin à mon goût, je trouve. Mais bon. Après, on se demande si on est dans une religion ou dans la réalité, quoi, à un certain moment. Bon. Ben oui, il y a des croyances. Ben, je sais pas, mais non, c'est la règle d'or poussée loin avec la suite de Fibonacci notamment, mais voilà, allez voir ça si ça. On va vous en parler forcément. Moi, je l'utilise pas, mais pourquoi pas. Ok, donc vous avez votre document. Alors, vous avez votre bloc qui est sélectionné. Vous avez bien enregistré parce que ce qu'on va faire là, on va utiliser un script qui va découper ce bloc en plusieurs petits blocs. Et si vous avez foiré le truc, vous avez mis les mauvais paramètres dans la boîte du script, une fois qu'il est lancé, on ne peut pas revenir en arrière. Le CTRL-Z ne marchera pas, raison pour laquelle il faut vraiment avoir enregistré. Alors, il ne faut surtout pas hésiter à enregistrer 2 fois de suite. Là, j'ai enregistré sous le nom 02. Je pense que j'ai enregistré sous le nom 02 il n'y a pas longtemps. Oui, d'ailleurs, le petit astérisque n'est pas là. Ça veut dire que ce que je vois là est dans le fichier sur les disques durs. Vous vous souvenez, je vous avais dit ça. Je vais malgré tout enregistrer sous le nom 03. Comme ça, je suis certain que si même par erreur, j'écrasais la version bonne sur le disque dur, la version juste avant, la 02, elle est bonne aussi. Donc ça, c'est une petite astuce aussi d'enregistrer 2 fois de suite sous 2 noms différents. L'avant-dernière version est bonne et protégée. On ne pourra pas par erreur l'écraser en travaillant dans le logiciel. Alors, vous avez votre bloc sélectionné. On va aller chercher les scripts. Je vous avais déjà montré où c'est. Donc c'est menu fenêtre, utilitaire, fenêtre utilitaire, script. Ah oui, au passage, vous avez un utilitaire qui s'appelle fusion des données. Ça, c'est intéressant. Vous mettez au point un design de page. Vous reliez ça à un fichier Excel qui liste plein de textes différents et d'images différentes qui sont disponibles sur votre disque dur. Et InDesign va vous créer plein de documents différents sur la base de la structure que vous avez faite. Très pratique pour faire notamment des cartes de membres. Voilà. Puisqu'il n'y a que le nom du membre et la photo qui change en général. La fusion de données, c'est très intéressant, mais c'est du InDesign avancé. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est le script. Les scripts. Alors, dans les scripts, vous avez donc le dossier application.
Dans le dossier application, vous avez le JavaScript. Et on va utiliser un des scripts qui sont là. Il y en a pas mal qui sont intéressants. C'est livré d'origine dans InDesign. Oui, on est donc dans Samples. Ce sont des échantillons de scripts offerts par Adobe. Après, d'autres scripts sont disponibles gratuitement sur le web ou payants. Il y a un site web pour les scripts qui est assez connu. Ça s'appelle IndieScripts. Je ne sais pas si c'est .com. Oui, c'est ça, voilà. Voilà. Et puis, il y a justement le 28 novembre 2020, quelqu'un de très connu dans le monde de InDesign qui créait des scripts qui est décédé, voilà. Donc toute la communauté InDesign est un peu en deuil, en tout cas ceux qui utilisaient les scripts. Mais bon, voilà, donc indiescripts.com, c'est déjà un site spécialisé en script InDesign. Ok, on revient là-dessus. Alors, quel est le peintre le plus célèbre en Belgique? C'est bien. Alors, on va utiliser le script qui s'appelle MakeGrid. C'est une blague, évidemment. Vous double-cliquez sur MakeGrid. Si ça peut vous aider à retenir que c'est celui-là qu'il faut utiliser. Alors, on vous demande ici, oui, c'est en anglais parce que c'est un script qui a été fait en anglais. On vous demande ici d'indiquer les rangées, le nombre de rangées, le nombre de colonnes, les gouttières de rangées, les gouttières de colonnes, le type de bloc qui va finalement être créé. Est-ce que le formatage actuel du bloc doit être retenu ou pas? Mais il n'y a pas vraiment de formatage. Est-ce que le bloc actuel, une fois qu'il a servi à créer tous les autres petits blocs, est-ce qu'on l'efface? Bon, ben on va régler ça. Alors, au niveau de la grille, après, c'est vous qui allez choisir comment vous allez faire les choses. Je vais juste ici indiquer par exemple 6 rangées. 6 rangées. 6 colonnes. Donc logiquement, je vais me retrouver avec 36 petits rectangles. La gouttière que je vais mettre entre eux, je vais éventuellement choisir que ce soit du... voyons un peu qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme gouttière qui pourrait être sérieux. Oui, du 4 mm, on va faire ça. 4 mm. Dès que vous enfoncez tabulation pour passer au cartouche suivant, ça vous convertit en points. Mais c'est bien 4 mm qui sont mis. Ici aussi, 4 mm, touche tabulation, voilà. Alors, comme type de bloc, je vais demander des blocs images, donc graphiques. Vous avez les blocs neutres, les blocs de texte, les blocs graphiques et les blocs d'images. Donc, bien, le reste, on peut garder coché les deux autres. Voilà, voilà. Donc la situation. Et vous cliquez sur OK. Donc, si tu as fait Enter avant d'avoir fini de remplir, tu dois faire menu Fichier, version précédente. Comme ça t'oublie celui-là et ça va rechercher le fichier sur le disque dur. Et on recommence dans le gabarit, on sélectionne le bloc et on double-clique. Bien, alors on va pouvoir dupliquer tout ça sur l'autre page. Donc vous faites un CTRL A et vous déplacez tout ça en enfonçant la touche Alt. Vous le déplacez sur l'autre page, bien calé comme ça, voilà. C'est important que ça colle aux marges parce que si à un certain moment on veut faire varier les valeurs de marge, on va utiliser la fonction qu'on avait utilisée précédemment dans marge et colonne. On va enclencher une option pour que les choses se réajustent, voire même faire passer ce document en une version verticale. Là, il y a aussi une possibilité. Ça existe dans page, marge et colonne. Si on fait... non, ce ne sera pas ici. Ajuster la mise en page. Ce sera juste pour les marges ici. Mais on a une autre fonction pour faire passer en vertical. Rappelez-moi que je vais vous montrer éventuellement où ça se trouve. Ok.
Alors on va enregistrer le document. Et alors quelque chose qu'on va faire ici, c'est qu'on va pré-régler tous ces petits blocs pour que quand on amène une image dedans, elle s'auto-redimensionne pour remplir le bloc proportionnellement. Donc vous faites un CTRL A, tous les blocs sont sélectionnés, et vous allez dans menu Objet, Ajustement. Alors vous voyez que forcément c'est grisé ici parce qu'on ne sait rien ajuster, il n'y a pas d'image dans le bloc. Par contre, ce qu'on sait faire, c'est pré-régler par option d'ajustement de bloc ici. Donc dans Objet, Ajustement, option d'ajustement de bloc. Et là, il faut indiquer remplir le bloc proportionnellement. Ajustement du contenu, remplir le bloc proportionnellement. Et l'image va déborder par la gauche et la droite, ou par le haut et le bas, pour s'adapter à la dimension du bloc. Au passage, je vous dis que si vous avez une signature d'un photographe qui est mise par exemple en bas à droite des images que vous importez, vous avez intérêt à faire en sorte que l'ajustement se fasse vers le haut et la gauche en choisissant la référence. Là, on indique ce qui ne bougera pas, ce qui sera vu. La signature du photographe sera systématiquement vue dans les blocs. Mais ici, on va quand même garder, voilà, l'ajustement gauche-droite, haut-bas, ça va s'ajuster. Eh bien, vous pouvez cliquer sur OK si vous avez bien compris ça. L'ajustement automatique, on n'a pas besoin. C'est quand on bouge la dimension du bloc, l'image s'ajuste automatiquement. Mais voilà, on n'a pas besoin de ça nécessairement ici. On clique sur OK. On ne voit rien, mais c'est fait. Voilà, je vais enregistrer, je vais mettre à jour le fichier que j'ai enregistré précédemment. Fichier enregistré, c'est bon. Alors, on va sur la page 2 et on va manipuler les choses ici. Alors, sur la page 2. Donc voilà ce que vous allez pouvoir faire. Vous allez activer les deux pages dans la palette pages. Par clic majuscule clic. Les deux pages 2 et 3, vous les activez. Ensuite, vous allez demander menu de la palette page. Libérer tous les éléments de gabarit. Menu de la palette page, libérer tous les éléments de gabarit. Du coup, tous vos petits rectangles sont sélectionnables comme si vous étiez allé cliquer sur chacun d'eux avec CTRL majuscule clic. Et comme il y en a beaucoup, ça aurait été vraiment pénible. Vous voyez, désolidariser par rapport au gabarit. CTRL majuscule clic, on l'avait fait. Mais ici, c'est InDesign qui l'a fait pour vous parce que vous avez demandé de libérer tous les éléments du gabarit. Donc, la logique, c'est quoi? C'est qu'il faut faire ces mises en page maintenant. Alors, je vous montre. Je vais, par exemple, sélectionner. Ne le faites pas nécessairement ici. Regardez la logique et après, vous allez faire ce que vous voulez. Je sélectionne les trois blocs là. Touche suppression. Ces trois là, touche suppression. Ces trois là, touche suppression. Ces deux-ci aussi, mais je vais agrandir celui-là. Les repères commentés m'aident. Oui, j'ai sauté une étape dans l'explication où on plaçait des repères dans le gabarit sur le bord des blocs. Donc il n'y a pas de repère couleur cyan ici, comme on a vu dans le document précédent, le triptyque, qu'on a gagné du temps. Voilà. Ok. Et voilà. Et ces trois choses-là vont être des blocs texte. Ne le faites pas nécessairement, je suis en train de vous montrer la logique. Donc avec l'outil texte, je vais aller convertir ces blocs images en blocs texte. Tant qu'un bloc ne contient rien, il est convertissable en ce qu'on veut. Voilà.
Ah tiens. Palette de caractères. Voyons un peu. Ah oui, ok. Je vais le mettre en français. Palette de paragraphes. Non, ok. Bon, donc un bloc texte, un deuxième bloc texte, un troisième, voilà, dans lequel je vais insérer du faux texte juste pour faire mon projet de mise en page en fait, hein, par clic droit, remplir avec le texte de substitution. Bien, ok, super. Voilà, clic droit, tant pis pour le texte arabe ici, c'est pas grave. Remplir avec le texte de substitution, etc. Ok. Et en dessous, je vais faire 3 blocs images. 3 blocs images. Ok. Donc, je vais supprimer les blocs en trop en les sélectionnant. J'agrandis celui-là. Voilà. Ça va être un bloc image. Même chose ici. Donc c'est modulaire. On supprime des modules. On en agrandit certains. On fait sa mise en page comme on veut. Voilà. J'ai par exemple une page avec 3 blocs de texte comme ça. Des images. Je vais peut-être aller chercher des images pour les importer comme ça. On va voir ça directement. Voilà, clic, clic, clic. Elle s'auto-dimensionne, puisque le bloc est prévu pour s'auto-dimensionner. Bien. Retourner en arrière pour avoir les autres cases, c'est possible, mais c'est chipot. Par contre, ce qui serait possible de faire, c'est ceci. C'est, pour répondre à ta question, ce serait d'ajouter 2 autres pages. Insérer des pages. Non, peut-être même aller sur le gabarit. Je vais aller sur le gabarit. Je vais m'intéresser aux cases que j'ai effacées et que j'aurais pas dû peut-être, hein. Les sélectionner avec la touche majuscule. Sur la bonne page, hein. Édition, copier. Revenir sur la page. Édition, coller sur place. Et voilà. Elles sont revenues. C'est une solution pour ne pas détruire le boulot qui a été fait avant. Mais je les supprime quand même ici. Et alors je vais sélectionner mes blocs texte et évidemment leur enlever leur fond rose qui ne sert absolument à rien maintenant. Et vous avez un projet de mise en page qui a été fait comme ça rapidement pour une page de gauche. Voilà, voilà. Bon, vous pouvez essayer si vous voulez. Et évidemment, au niveau de la mise en page, tout est possible. Je peux faire ce genre de choses ici. C'est sélectionner celle-là, celle-là, prendre celle-là et l'agrandir comme ça. Voilà. Je supprime celle-là aussi. J'agrandis celle-là. D'accord ? Donc ça, c'est 2 images. Ça va être 2 images que je peux faire déborder en dehors des limites pour faire du fond perdu. C'est pas interdit. Voilà. Donc dans ces 2 blocs, je peux aller mettre des images. Et alors, il ne faut pas oublier non plus que on peut faire déborder d'une page à l'autre. Et ça, je vais le montrer en ajoutant 2 pages. Je vais insérer 2 pages à la fin du document. 2 pages à la fin du document. OK. Les voilà. Donc ce qu'il est possible de faire aussi, c'est bien sûr du débord. Alors, il faut que je libère les éléments du gabarit. Clic, majuscule, clic. Menu de la palette page. Libérer tous les éléments de gabarit. Comme ça, les blocs sont accessibles. Bien. Donc je vous montre vraiment une astuce de mise en page bien sûr intéressante que vous avez vue dans les magazines. C'est certain. Ici, je fais un bloc texte. J'aurais eu intérêt à garder celle du bas. Le temps d'élargir celui-là. Voilà.
Donc ça, ce sera un bloc texte en fait, hein. Voilà. Et alors, ici, ce sera un bloc image que je fais déborder comme ça. C'est très bien de faire déborder une image d'une page vers l'autre, comme ça, au-delà de la couverture, au-delà de la reliure, je veux dire, parce que ça... Sinon, ça cloisonne trop. Sinon, vos pages sont comme des boîtes avec des éléments dedans. Et le fait de faire ça, ça ouvre. Vous avez certainement déjà vu ce genre de mise en page dans les magazines, c'est sûr, avec l'image qui déborde comme ça. Bon. Voilà. Ici, du texte. Je clique avec l'outil texte. Bien, il faut que j'aille régler mes petits problèmes là de langue qui ne sont pas d'office bons. Je remplis avec du texte de substitution. Voilà. J'enlève là le fond rose. Voilà le texte. Et rien n'interdit d'aller faire des colonnes dans ça. CTRL B, 2 colonnes avec une gouttière. Voilà. Et on a tout de suite des mises en page qui vont tenir la route. Parce qu'il y a des alignements, quoi. Forcément, c'est aligné puisque tout vient d'une grille. On le sent, on le ressent. Bon, je vous laisse tester, hein, parce que je parle beaucoup, mais... Ah, des images superposées, donc une image qui serait un fond, un motif. Oui, il faut faire des calques, et puis il faut s'éloigner un peu de la grille. Une image qui servirait de fond peut très bien être sur un calque, évidemment. Donc, par exemple, palette des calques. Voilà, je vais créer un nouveau calque que je vais appeler fond texturé de page. Donc ça, c'est une chose. Plus tard, j'irai mettre éventuellement un fond texturé. Mais je vais créer un autre calque qui va s'appeler image en fond de page, ce qui n'est pas la même chose que le fond texturé qui est derrière. Voilà, image en fond de page. Je verrouille le premier calque qui contient ma grille, oui. Je crée un bloc image. Là, j'enfonce la touche tabulation de temps en temps pour rappeler mes outils ou les masquer. Donc, je crée un bloc image que je vais faire d'ailleurs déborder. Je vais changer la couleur du calque parce qu'on ne voit rien du tout. Je double-clique sur le calque. La couleur de ces vecteurs, en fait, voilà. Je vais faire déborder à fond perdu. Et j'amène une image là-dedans. Voilà. Ok, j'ai une image de fond dont je peux modifier la transparence s'il faut. Par menu objet effet transparence. Voilà. Une image de fond. Voilà, tout est possible. C'est très très souple en fait. Hein. Extrêmement souple. Ce qu'on peut faire avec ça. Oui, il y a des systèmes d'ombres qui existent, en effet, il y a possibilité de mettre des ombres. Mais attention, visuellement c'est lourd et c'est pas toujours très bien vu. Il faut être discret avec les effets spéciaux, il faut le faire de manière subtile. Parfois un contour, c'est pas plus mal. Hein. Alors, je vais aller déverrouiller le calque 1 qui contient mes photos que j'avais mises là, les sélectionner, objet, effet, ombre portée, et voilà, on a un effet d'ombre sur les photos déjà maintenant. En général, retenez bien ça, pour l'ombre, pour l'impression, on prend du noir et on le met à 40%, c'est une valeur qui marche à chaque fois. Vous pouvez faire autrement bien sûr, mais c'est connu que la valeur 40% donne un bon résultat. Donc pour l'ombre, on a la taille de l'ombre, etc. La distance, elle est où la distance encore? C'est pas vraiment comme dans Photoshop en fait. Hein. C'est plus comme dans Illustrator. Voilà. Jouer la discrète avec les effets spéciaux, voilà, ce genre de choses peut marcher. Petite ombre discrète, mais
Il faut essayer de rester classieux. Alors, avant que vous quittiez, une erreur habituelle. Rien à voir avec ce qu'on voit ici, mais je vous le montre quand même. Je sélectionne un bloc texte. Je demande de voir la couleur du texte, c'est du noir. Une erreur habituelle, c'est d'aller mettre du noir sur le contour aussi. Et du coup, on crie au scandale. InDesign bug. Tout mon texte est pâteux, moche. Comme ça. C'est juste parce qu'on a mis un contour noir sur les caractères. Donc faites gaffe à ça. C'est habituel comme problème. Comme erreur quand on débute. Je vous laisse tester la mise en page par grille modulaire. C'est vraiment très souple. Et bien sûr, tous les styles de paragraphes et de caractères qu'on a fait précédemment dans le deuxième document d'aujourd'hui peuvent être importés. Si vous allez dans les styles de paragraphes, là, ou de caractères, vous demandez de charger tous les styles de texte, vous allez désigner votre document d'aujourd'hui, document double page 13, et voilà, et ça va vous importer tous les styles de caractères et de texte et de paragraphes. Voilà, utilisable dans ce document-ci. Donc on gagne du temps. Alors un fond en dégradé, je vais en faire un sur cette page-ci par exemple. Un fond en dégradé, c'est tout simplement avec un bloc et avec les outils de dégradé. Donc la palette des calques, où est-elle? Elle est là, ok. Palette des calques, je vais peut-être aller mettre ça sur les images en fond de page. Ça paraît le bon calque pour mettre un bloc avec un dégradé. Je vais aller utiliser ce rectangle-là, en débordant en dehors de la page, sauf à l'endroit de la reliure, bien sûr. Voilà. Pas de contour noir. Je modifie le fond. Je prends l'outil dégradé. Je trace, et voilà le dégradé. Et je trace dans le sens que je veux. Alors, les couleurs du dégradé, ça va être avec menu fenêtre, couleurs, dégradé. Attention, c'est souvent on tombe dans le mauvais goût avec ça. Faut faire gaffe. Donc, menu fenêtre, couleurs, dégradé. Mais c'est revenu à la mode l'année passée, les dégradés en fait. Ça fait fort années 80, mais l'année passée, c'était à la mode en infographie de refaire du dégradé. Donc dégradé linéaire ou radial, bien sûr. Je vais choisir linéaire finalement. Inverser le dégradé, facile. L'angle du dégradé, mais ça de toute façon je pouvais le choisir au moment où je traçais avec l'outil dégradé. Et changer les couleurs, c'est double-cliquer sur l'icône ici. Non, c'est pas double-cliquer sur l'icône ici. Gros piège, c'est aller chercher une couleur du nuancier et l'amener dessus. Non plus. Si. Ah tiens, il m'a rajouté une couleur. Ok, je vais enlever celle-là, je la prends et je la sors. Voilà, finalement on y arrive. Tiens, pourtant en double-cliquant dessus, ça devait marcher, ou en amenant une couleur dessus, ça devait marcher aussi. Voilà, je prends la couleur. Ah si, ça marche là. Tiens, plus. Il y a un petit signe plus à côté de la main. Ah ben non, il l'ajoute. Je vais sortir celle-là. Bon, honnêtement, j'utilise pas souvent les dégradés de InDesign en fait. Mais bon, voilà. Ah, ça fait fort agence de voyage tout de suite. Donc, utilisez absolument de l'encre noire
pour le texte, pour le corps du texte. Pour les titres, sous-titres, c'est vous qui voyez, mais pour le corps du texte, de l'encre noire. Absolument. Comme ça, vous aurez le texte bien net, parce qu'il va venir, en dernier lieu, être composé uniquement d'encre noire. Il va venir se superposer à tout ce qui est en dessous. Il est en surimpression. Ça, je vous l'avais dit. Il ne faut absolument pas modifier la teinte du texte, le mettre à 90% au lieu de 100%. Là, d'office, il ne sera plus en surimpression. Il faut que ce soit du noir 100% pour le texte. Bon, je suis en train de vous montrer ça, mais il faut que je mette ça dans le bon calque. Ah oui, c'est pas dans le bon calque. Transfert d'un calque à l'autre. Ok. Saut ligne forcée comme dans Word. Hein. Je mets le curseur en face d'un mot. Majuscule, retour chariot. Ça va le chasser à la ligne suivante. Ça, c'est comme dans Word. Saut ligne forcée. Ok. Ok. Donc là, je viens de mettre un bloc texte écrit en noir. Il est normalement en surimpression. Je vais en mettre un en rouge en dessous. Voilà. Et alors on peut voir ce qui sortira sur chacune des presses de l'imprimeur, puisque je vous rappelle qu'une presse offset, c'est 4 presses monochromes l'une à la suite de l'autre. Il y a possibilité d'aller voir ça dans menu fenêtre, sortie, aperçu des séparations. Fenêtre sortie, aperçu des séparations. On peut activer l'affichage des séparations. Donc c'est la séparation quadri. Voilà, séparation. Et donc, je peux enlever l'œil en face de l'encre noire et je vois que, en effet, l'encre noire se surimprime à tout ce qui se trouve en dessous d'elle, puisque le texte noir disparaît, mais la couleur qui est en dessous sera imprimée sur le papier auparavant. Vous voyez ? L'encre noire disparaît des images, puisqu'il y a de l'encre noire qui participe aux parties foncées des images. Elle disparaît, le corps du texte disparaît là au-dessus. Le texte en surimpression là n'est plus visible non plus. D'accord. Par contre, si je vais voir si j'enlève les yeux en face des autres couches, il est possible qu'on voit que ce qui est rouge là creuse en fait.
Voilà. Si je n'affiche que la couche cyan et la couche noire, mon texte en rouge, à l'endroit du texte rouge, eh bien, l'image a été creusée. C'est ce qu'on appelle la défonce. C'est tout à fait logique. Comment je pourrais obtenir du rouge sur le papier, qui nécessite la superposition d'encre magenta et jaune, si en dessous il y avait encore de l'encre cyan? C'est pour ça que, pour faire cette image des arbres, à l'endroit du texte rouge, l'image n'apparaît plus, elle est supprimée. C'est la défonce. Donc retenez en tout cas que le texte principal, le texte fin, doit systématiquement être en noir, sinon vous aurez des problèmes. Ça va créer de la défonce, ça va enlever la couleur derrière. Avec les imprécisions de la presse, le décalage, vous allez voir un petit bord blanc apparaître à côté de vos caractères, c'est foireux. Et l'intérêt de faire comme ça, c'est aussi ceci. Si vous faites une version en français de votre document et que vous devez faire une version en néerlandais, eh bien, vos 3 couches cyan, magenta, jaune, elles sont identiques dans les 2 versions de votre publication. Vous n'avez qu'à ressortir une couche noire en néerlandais. Voilà, c'est des sources d'économie en fait. Et il faut évidemment ne pas avoir de texte en français en couleur, sinon il se retrouve dans les 3 couches cyan, magenta, jaune. Donc c'est ce que je vous disais l'autre jour. Plusieurs intérêts avec le texte noir pur. Ça surimprime, c'est super net. Et en plus, si vous faites des éditions en plusieurs langues d'une publication, vous n'avez qu'à changer l'encre noire. Demandez à votre imprimeur qui vous explique ça si jamais vous êtes amené à faire des sorties d'une publication en plusieurs langues. Le bénéfice de mettre le texte uniquement en noir.